Dans une récente vidéo, je vous avais parlé d'un des points que je déteste le plus sur ma Lotus Exige V6, sa commande de boîte. J'ai une voiture phase 1, donc entre 2013 et 2015, et sur les phases 1, il y a des commandes de boîte dites fermées. Et ces commandes de boîte sont vraiment des commandes caractéristiques de chez Lotus, c'est-à-dire absolument mauvaises, en tout point. Le guidage est peu précis, le passage de la 2 à la 3 est une catastrophe, il faut vraiment décomposer les rapports. Également le flou qu'il y a sur la grille en H et qui est vraiment très désagréable. Sans parler de l'aspect esthétique avec le levier de vitesse quand on est en première qui est comme ça et quand on est en sixième qui est carrément comme ça du côté passager. Non, c'est vraiment pas une commande de boîte optimale. Pour remédier à ça et apporter un petit peu plus de précision, j'ai décidé d'investir et de m'équiper d'une commande de boîte modifiée, renforcée spécifiquement pour la Lotus Exige. Pour ça, j'avais seulement deux solutions. Un shifter américain de chez Inokinetic, qui est aussi compatible sur les Lotus Elise et Exige S2, moteur Toyota. C'est le même principe de commande de boîte avec quelques petites modifications de semelles au niveau du levier de vitesse. Et une solution plus locale, européenne, italienne exactement, avec un petit artisan, Dolomiti Shifter. Il propose des leviers de vitesse et des systèmes de shifter pour Lotus Elise et Exige. Et j'ai craqué. Alors pourquoi Dolomiti? Dolomiti parce que déjà on est en Europe, c'est un Européen, il est en Italie à quelques heures de route seulement. Je privilégie toujours les circuits courts. À prix quasi équivalent avec le Inokinetic qui est plutôt un produit reconnu. On s'affranchissait d'énormes frais de livraison et particulièrement des frais de douane depuis les États-Unis. Et puis c'est sûr que c'est toujours plus stressant d'envoyer de l'argent à 5000 km et de prier pour recevoir quelque chose un jour. Autre point plus technique, celui-ci, le Inokinetic est un petit peu plus complexe dans sa conception et se rajoute à mon avis des contraintes et des difficultés, notamment avec la partie marche arrière, une bague qu'on tire comme ça. Il y a un câble qui vient connecter au système de loquet de verrou anti-passage de marche arrière quand on roule en marche avant. Et ce système de câble, bon, on pourrait s'en affranchir avec un système de ressort tout simplement. Dolomiti propose pas de ce système de câble, propose quelque chose de plus simple, de plus direct. Et au plus c'est simple, particulièrement dans une commande de boîte, au plus c'est efficace et au plus c'est viable dans la durée. J'ai donc passé commande chez Dolomiti Shifter. Le budget tourne entre 1150 et 1500 € en fonction des options. On peut choisir des anodisations particulières au niveau des aluminiums. On peut choisir de prendre des pommeaux de vitesse ou pas de pommeaux de vitesse, de s'affranchir du frein à main pour les voitures de course ou de le laisser, et de personnaliser un petit peu différentes couleurs de levier, de manches de frein à main. On peut choisir au niveau des platines de boutons à l'avant du levier de vitesse si on veut reprendre la même quantité de boutons que sur la voiture d'origine ou si on veut plus d'emplacement. Également pour ceux qui n'ont pas de câble de boîte renforcé avec des systèmes sur rotule uniball, ils proposent les rotules uniball adaptables sur les câbles d'origine. Tout ça, ça a un coût, c'est ce qui définit le prix final. La fourchette maximum, on dira 1500 € livrés. Donc oui, à l'instant T, c'est très cher, j'en suis conscient, mais c'est vraiment un des points particulièrement bloquants de cette voiture pour moi. Et je l'avais anticipé au moment de l'achat. Dans tous les cas, au moment de l'achat de cette Lotus Exige, je savais parfaitement que ce n'était pas une voiture totalement optimisée, qu'elle était quand même victime de quelques erreurs de conception et j'avais anticipé le budget pour pouvoir optimiser ces 2-3 points. J'ai reçu la commande de boîte Dolomiti Shifter 7 jours seulement après ma livraison et ça pour le coup je suis plutôt étonné de la part d'un artisan. Peut-être parce que j'avais pas choisi d'anodisation particulière, pas forcément voulu rentrer dans le tuning, j'ai préféré garder vraiment un ensemble sobre. De la même façon que le jour où je revends la voiture, généralement je revends mes voitures d'origine. Donc je pourrais revendre cette pièce-là et elle pourra convenir à tout le monde, que s'il y a une couleur particulière dessus, un doré, un orange, un vert, un bleu, bon bah tout de suite ça contraint et ça limite un petit peu le nombre d'acheteurs futurs potentiels. Au déballage, c'est aujourd'hui. On se retrouve ici, je vous présente un petit peu plus en détail la technologie de ce shifter. Déjà, au premier abord, au ressenti, on s'aperçoit que c'est quelque chose de très qualitatif. Tout est usiné en alu, c'est vraiment super bien fait, l'alu est brossé. On s'aperçoit, à mon avis, qu'il y a quelques pièces qui sont en impression 3D. Donc il faudra que je lui pose la question pour avoir vraiment l'ensemble des informations à communiquer. Quel type de plastique il a utilisé? Là où il a utilisé de l'impression 3D, déjà au niveau du rendu, du fini, on est sur de l'impression 3D professionnelle. Ça se voit qu'on n'est pas sur du plastique moulé parce qu'on voit les striures de l'impression 3D. C'est pour ça que j'ai envie de lui demander le type de matériau qu'il a utilisé. Il a utilisé de l'impression 3D là où il n'y a pas de contrainte. Donc typiquement le locker qu'on retrouve ici de marche arrière qui tout simplement empêche de passer trop sur la gauche. On le soulève et hop, on peut
aller chercher la marche arrière. Donc là, il n'y a pas de contrainte là-dessus, c'est juste une butée. Et elle vient frotter sur un champ en alu qui est lui-même graissé avec, je pense, une graisse en téflon. Et après, c'est l'entourage de support de la rotule. Voilà, tout simplement du shifter. Donc ça, c'est pareil. Il n'y a pas de frottement particulier, il n'y a pas de raison d'avoir une résistance particulière. C'est juste que cette pièce sert à serrer la rotule, la boule, et tout ça, c'est graissé en téflon, donc il n'y a pas de problème non plus. On voit aussi également qu'il y a les ressorts de rappel. Donc ceux-là, ils s'actionnent quand on passe un rapport. Donc ça permet d'avoir, voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de force. Ça permet de rappeler le centre, tout simplement. Et après, voilà, la conception est vraiment, vraiment très simple, quoi. Deux fixations pour brancher les câbles de boîte. Et après, la partie platine pour aller fixer les interrupteurs. En tout cas, voilà, la pièce est relativement légère, même plutôt très légère. La semelle est vraiment très épaisse, donc on sait que ça va tenir et que ça va être du solide. Je reviendrai après justement sur la partie fixation dans la voiture qui est Bolton, c'est-à-dire que ça s'adapte aux emplacements d'origine, mais il y a quelques petites subtilités. Et ensuite, on voit la partie frein à main. Donc là, encore une fois, c'est une pièce très très légère. Pareil, c'est de la tôle pliée en aluminium qui est très très belle, très très bien finie, légèrement brossée je pense. Et donc celle-là vient se connecter ici, tout simplement. On repasse les câbles de boîte, on remet le manche de frein à main d'origine et puis après, il n'y a plus qu'à régler tout ça. Donc il y a quand même une sacrée phase de réglage, il ne faut pas se leurrer. Mais néanmoins, tout est vraiment super détaillé dans cette notice qui fait une quarantaine de pages, 38 pages exactement. C'est ultra détaillé, on va la parcourir ensemble pour que je vous montre un petit peu le niveau de détail. Et tout est vraiment spécifié, tout est vraiment détaillé et ça paraît impressionnant au début parce qu'il y a beaucoup de pages, mais au final c'est que chaque étape est vraiment très bien documentée avec beaucoup de photos et ça c'est plutôt appréciable. On voit aussi la partie rotule, donc qui vient se fixer ici et qui vient se raccorder au câble de boîte de vitesse d'origine. Donc ça c'est bien, ça rapporte encore un petit peu plus de précision. Tout l'ensemble est monté sur roulement, tout l'ensemble est rotulé. Donc au niveau du jeu, il n'y a absolument rien. On voit là, ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. C'est juste les ressorts de rappel et une fois que les câbles seront mis, il n'y aura plus aucun jeu. Que c'est quelque chose quand même de très très costaud. Donc ça c'est vraiment sympa. Il nous fournit également des inserts. Je ne pense pas qu'ils soient en alu, je pense qu'ils sont en galva. Insérés au niveau de la voiture pour mieux fixer le support. On va y revenir juste après. Alors, concernant la notice, on se retrouve avec quelque chose de vraiment très costaud qui nous dit étape par étape quoi faire. Donc, démonter les sièges, démonter le fond plat, démonter la partie d'origine. Donc, tout est très bien documenté. Petite chose que je voulais vous montrer, donc ça, c'est les fixations d'origine de la commande de boîte. C'est qu'effectivement, il a mis des inserts et c'est pas pour rien. On peut rajouter des points de fixation sur la voiture pour avoir plus de rigidité et moins de mouvements comme ça latéral, puisque d'origine c'est fixé sur, par exemple, on va aller sur la mienne LHD 2009-2017, c'est fixé sur 4 points, ces 4 points là. Comme la platine est plus large, et ben dans le coup on peut aller chercher ces 3 autres points là. Pour ça, il nous fournit cette plaque qui est un gabarit, donc on voit bien les trous d'origine et on voit bien les hexagonaux qui sont à tracer et après à découper dans l'alu et intégrer l'insert. Donc alors, ceux qui n'ont pas du tout envie de toucher à la voiture et qui ont envie d'avoir une réversibilité à 100%, bien que ces trous-là, une fois que la commande de boîte d'origine est remise, on ne les voit pas, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils peuvent se fixer uniquement sur ces 4 points. Dans tous les cas, bon, il y a quand même une sacrée rigidité, il ne faut pas déconner. La platine, elle est quand même costaud, donc elle ne va pas vriller. Mais pour ceux qui veulent vraiment la rigidité maximum et la commande de boîte ultime, rajoute ces points-là. Moi, je pense que je le ferai, ou au moins 2 points. Ce troisième-là me semble un peu useless, ou alors ces 2 points-là et pas ce troisième. En tout cas, je vais voir. Néanmoins, il a mis un gabarit. Il y a juste à tracer, faire un trou de forêt, plus petit diamètre, et ensuite aller gratter tranquillement avec la lime, avec un Dremel. Ça reste de l'alu, donc à mon avis, ça va pas prendre longtemps. C'est pas du tout épais. Et néanmoins, je pense que ça permet quand même de rigidifier l'ensemble. Il y a aussi cette partie-là. Celle-là, elle est intéressante par contre. Ça rigidifie bien les latéraux. Et voilà, ça c'est le genre de petit add-on. On n'est pas obligé de le faire, mais à mon avis, il y a un intérêt quand même. Et tout ça est quand même très très bien détaillé sur comment faire. Voilà, il explique typiquement le type de trou à faire, le type d'insert à intégrer avec la platine. Donc vraiment, tout est super documenté. Il n'y a pas besoin d'outils particuliers, si ce n'est pour ces trous-là, un Dremel et après une pince à insert. Donc ça vaut 20 € sur Amazon. Il fournit les inserts, mais il ne fournit pas la pince. Et après, il y a même des vidéos
sur sa chaîne YouTube qui permettent de régler. Alors première, deuxième, deuxième, troisième, le passage de la 3 à la 4 et ainsi de suite. Et le réglage de la marche arrière. Donc tout simplement en agissant un petit peu sur les longueurs de tige là. Et après sur toute cette partie là qui est ici. Il y a des réglages, on le voit typiquement là, qui permettent de régler la hauteur plus ou moins. Et ça influe sur le levier en fait, sur le bras de levier de ce shifter. Et donc qui influe sur les passages de rapport. Pareil, là il y a des réglages. En fonction de si on veut positionner plutôt le shifter en avant ou un peu plus en arrière. Voilà, tout ça c'est réglable. Donc après c'est en fonction des goûts. Il faut tâtonner un petit peu pour trouver les bons réglages. Mais ça reste que de la petite BTR. C'est pas non plus un truc de fou quoi. Il faut juste prendre le temps, tout est très bien détaillé. C'est en anglais malheureusement. Mais bon, c'est quand même super détaillé. Et au final on se retrouve avec quelque chose comme ça. Qui est plutôt vraiment très cool. Et qui conserve, je trouve, le look d'origine. Sachant qu'on peut remettre vraiment tout l'entourage du frein à main et tout l'entourage du levier de vitesse d'origine également. On n'est pas obligé de laisser ça apparent. Donc si on ne veut pas rentrer dans le tuning comme moi, eh ben, on peut laisser la commande de boîte d'origine. En tout cas, l'aspect d'origine. Et voilà, et ça donnera ça à l'issue. Donc voilà, vraiment... Toute cette partie documentation est très complète. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un Italien. Je connais les Italiens, je sais que c'est un peu freestyle. Et là, vraiment, c'est vraiment très bien fait. Surtout pour un quasi amateur, quoi. C'est un petit artisan, il fait que ça. Je suis vraiment impressionné des délais de livraison et de la précision, surtout. De la précision de l'équipement, mais de la précision aussi des notices et des informations. Pareil au niveau communication, il est très réactif et aucun souci avec ça. Donc voilà, je suis vraiment pour l'instant satisfait de mon achat. Pour l'instant, je le recommande. Donc voilà pour la partie présentation de ce shifter. La prochaine étape va être le montage. J'estime environ à 8 heures le nombre d'heures pour le montage de ce shifter. À mon avis, ça va prendre un peu de temps. Il y a quand même pas mal de démontage. Hardtop, siège, donc ceinture, en tout cas les écarter. Il faut passer sous la voiture pour démonter le fond plat, pour pouvoir démonter le support de commande, de câble de boîte dessous, de fixation, pour se donner un petit peu de latitude pour pouvoir passer les câbles là. Il faut démonter l'ancien support de frein à main, il faut démonter le frein à main, il faut démonter l'ancien support de boîte, il faut décabler la partie électrique. Non, il y a quand même pas mal de jobs. Après, il y a toute la phase réglage. À mon avis, il y en a pour une journée. À mon avis également, le jeu en vaut largement la chandelle. Ça ne peut pas être moins bon que la commande de boîte d'origine. Ça, j'en suis persuadé. Dans tous les cas, je pense quand même savoir un petit peu ce que j'achète. Ça va être super intéressant. À mon avis, il va vraiment falloir prendre son temps. Je suis ravi pour le coup d'avoir autant de détails. J'insiste vraiment sur la notice, mais ça a un caractère quand même assez exceptionnel d'avoir une notice aussi détaillée pas à pas. Naturellement, je documenterai, je filmerai tout ça. On en a fini pour cette vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si oui ou non c'est cher, si oui ou non il y a un intérêt. Et pareil, j'aimerais bien, pour les possesseurs de Lotus Exige V6 phase 2 avec la commande de boîte ouverte, que vous me fassiez un retour sur la commande de boîte. Peut-être que vous aussi, vous avez des problématiques pour passer les rapports malgré la nouvelle commande de boîte qui est censée être plus optimisée avec des câbles de boîte différentes et un système de levier complètement différent renforcé. J'aimerais avoir votre avis, savoir si ce genre d'équipement pourrait vous intéresser. Dans tous les cas, je mets le lien de Dolomity Shifter, le site web, en commentaire. N'hésitez pas à aller sur le site. Si ça peut vous permettre de résoudre un problème et un problème bien connu sur cette Lotus-là, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao!